Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, déjà en fait, j'ai pas fait de vidéo hier parce que en fait c'était le septième jour et normalement le septième jour c'est le jour du Seigneur, donc j'ai décidé de ne pas faire de vidéo. Ou en fait c'est parce que je suis revenu un peu dans l'après-midi pour voir la pluie, mais en fait il a pas plu sur mon terrain. Il a plu dans le village, il a plu dans toute la région, mais sur mon terrain, il a fait quelques petites gouttes, il a rien fait. Donc en fait, hier, je voulais revenir, te faire la vidéo footage, de te montrer tout ce qui se passe quand il y a beaucoup de pluie, etc. Je suis arrivé, en fait, je suis allé au village, enfin, je suis arrivé à la gare, on est venu il y a une amie de l'auberge qui est venue me chercher. Je suis allé directement au terrain voir, je suis resté 15 minutes, j'ai fait ok, il a plu nulle part, du début jusqu'à la fin. Donc je suis retourné au village, et là j'ai chillé, et puis il était déjà 22 h et du coup, voilà. Donc on va dire que c'était plutôt le jour du Seigneur. En attendant, aujourd'hui j'ai une motivation de ouf. Il est 7h30, j'ai rien à faire jusqu'à 19h41, je crois. En attendant, donc j'ai tout ce temps libre pour te faire une vidéo au moins deux fois plus dense, 3 fois plus dense avec la vidéo à Grenoble où je te parle. Désolé hein. Désolé, j'ai pas toujours mis le truc à montrer. Bon, c'est parti pour cette journée productive. Bon alors, au niveau des suncatchers, c'est vraiment là où on dirait qu'il a le moins plu. Genre, hier je suis arrivé, le sol il était déjà sec. C'est-à-dire qu'il y a quelques gouttes qui sont tombées, mais elles se sont évaporées, elles ont été drainées tout de suite par ces sols si pauvres en matière organique. Ici, à l'intérieur donc des suncatchers, j'arrive pas à savoir s'il a vraiment plu. Je mets ma main sous la paille. Et vraiment, si j'ai un peu d'imagination, je peux sentir un petit peu d'humidité. Mais globalement, rien. Donc là, j'étais parti pour semer la luzerne. Donc ma technique, ça va être de faire une ligne en fait tout le long du... ouais, ça fait beaucoup, ouais. Par là. Une ligne sur laquelle je vais mettre quelques engrais verts normaux, parce que je me vois pas du tout planter quoi que ce soit d'autre sur cette terre qui en plus ne reçoit même pas d'eau, tu vois. Donc là je vais faire 2-3 petits poké tests encore une fois sur cette ligne. Je vais couvrir avec du mulch de chanvre, même si je t'ai dit que pour les semis c'était pas top, c'est juste que là il n'y a pas du tout de sol. J'ai aussi pris la serpe, la faucille, enfin un jour il faudrait que je sache le nom précis de la chose. La serpe c'est Panoramix, alors que la faucille c'est Staline, tu vois, donc ça fait la différence. Et avec ça, malgré tout, tu vois, il y a une herbe qui pousse ici. J'ai lu une citation sur un site de permaculture qui disait que tondre c'est déjà faire quelque chose. Parce que peut-être qu'il y a une taille maximale sur l'herbe et du coup au bout d'un moment elle ne peut plus pousser. Ou alors elle est tellement dense, surtout sur les graminées qui ont tendance à faire des bosquets comme ça. Du coup quand tu coupes, bah, ça peut aussi stimuler la repousse et puis donc ça fixe plus de matière organique dans le sol. En plus de mulcher avec quelque chose d'assez, j'allais dire, riche en azote, mais l'herbe quand tu la mets en surface, l'azote il s'évapore dans l'air. Donc c'est juste que ça fait un peu de paille locale, que ça libère certains endroits de la parcelle. Et puis aussi je voulais te montrer ça. Tu vois là, ça c'est le reste de la spirale. Et en fait sous cette épaisseur de paille là par contre, je dois avouer que c'est assez humide. Je trouve de la mousse en fait. Et c'est ça qui me perturbe, c'est que ici il y a de la mousse. Et la mousse, il me semble qu'elle pousse toujours sur les trucs durs. Et du coup ça me fait penser que, si ça se trouve, ici il y a vraiment que de la pierre.
du moins en haut. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'attaque dans les zones en bas, où justement le sol quand ça coule, et peut-être amener petit à petit. Donc je devrais commencer par là, surtout que là il y a une belle surface d'exposition au vent. Je vais aller tester le sol. Ok, là on est à la frontière avec le chemin du bas. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans le sol? Et ben, toujours de la mousse. Toujours de la mousse. Et ah oui, attends, mon ami m'a dit de tester, d'essayer de taper, voir s'il y avait beaucoup de sol là. Alors en haut, c'est difficile de faire plus de 5 cm de trou vraiment. Après le sol est tellement compact, on dirait de la pierre. Peut-être que c'est comme ça que se forme la marne avec le temps. À certains endroits c'est un peu mieux, c'est un peu plus profond. En fait il y a des zones dans lesquelles il y a de l'herbe qui a déjà beaucoup poussé. Tu vois par exemple au milieu là où j'ai rien fait pour l'instant, l'herbe est très verte. À mon avis c'est parce que, regarde, là-bas il y a une pente. Et ça doit raviner depuis les terrasses que j'ai installées là-bas, que je te montrerai juste après. Donc ça doit s'infiltrer comme ça dans cette direction, jusqu'aux deux arbres, aux petits arbustes qui sont ici. Donc cette zone effectivement elle est plus riche. Je vais te montrer un poké que j'ai fait là, au pied de l'arbre. Déjà c'est humide, la terre est plus sombre. Attends, je me mets au soleil. Je sais pas si tu vois là. Tu vois, elle est un peu plus marron, un peu plus profond, mais rapidement ça devient très dense. Donc grosso modo, j'ai fait ça sur toute la bordure extérieure, à tous les 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, en gros, là-haut. J'ai fait des pokés. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans ces pokés cette fois-ci? Je vais pas faire juste 2 petites légumineuses. Étant absolument pas convaincu par le terrain, je vais te présenter le petit mélange que j'ai fait. J'ai tout mis. J'ai mis du sarrasin, j'ai mis la luzerne, j'ai mis de la vesse. La vesse, elle pousse naturellement sur les bords des champs dans lesquels ils s'en servent comme messicoles. La luzerne, elle est coupée. Mais du coup, il y a des graines des fois à récupérer. En fait, le sol déjà en lui-même, il a des engrais verts. Enfin, il a des légumineuses qui poussent naturellement. Attends, je te montre un endroit où c'est voyant. Ça là. Et ça. Il me semble que c'est je sais plus ce que c'est. C'est une petite une petite légumineuse avec des fleurs jaunes. Mais en fait, parce qu'il n'y a pas de sol, ça monte pas en fait. Tout est plaqué au sol, tout couvre le sol pour éviter l'évaporation. Si moi j'arrive et que je commence à mettre un peu de paillis et de mulch, j'ai bon espoir que ces plantes aient la volonté de s'extraire de ce sol trop dense et de ce sol trop pauvre. Donc qu'est-ce que j'ai mis? En plus de ce que je t'ai déjà dit, j'ai mis donc de l'avoine nue, j'ai mis du seigle, j'ai mis de la facélie du balcon, là je crois que c'est tout. J'ai aussi ramené quelques noyaux de ce que j'ai mangé, donc en fait c'est plutôt que des abricots et des cerises, mais je vais les mettre en terre avant qu'ils passent tout l'été dehors. J'ai également un paquet avec de la gesse, des grosses graines comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop si c'est la saison. Je vais essayer d'en mettre une petite graine par poké. J'ai dû faire une trentaine de pokés là sur le contour. Demain, si j'ai la moitié, je ferai les trucs à l'intérieur. Et puis par contre, j'ai pas spécialement prévu d'arroser. Là, ça c'est... Attends, j'ai l'ombre qui est mal placée. Ça c'est des graines de cynorhodon de l'année dernière qui étaient sur les arbustes. Du coup, je vais essayer de les replanter parce que le cynorhodon, bah déjà il se place lui-même comme haie. À mon avis, c'est les seuls qui ont résisté à l'assaut des centaines de moutons qui sont venus chaque année pendant je sais pas combien de temps dévorer cette herbe, l'exposer, la mettre à nu et sans doute favoriser l'évaporation. D'ailleurs, il faut vraiment que je m'intéresse à mettre un panneau pas anti-mouton, mais genre interdit aux moutons, quoi. Parce que là, il y a un panneau interdit aux véhicules, sauf riverains.
il n'y a pas marqué interdit aux moutons. Du coup ça m'embête un peu, il faudrait que j'en parle au maire. Demain je vais aller à la mairie, qui est ouvert entre 9h et 11h. Peut-être tout à l'heure, j'ai mon PC à aller récupérer à l'auberge. Je voulais mettre une vidéo en ligne hier et puis j'ai fait autre chose, comme d'habitude. Bon alors avant de finir, là il m'en reste deux, je te montre un peu ma stratégie des pokés. Donc je commence avec une ou deux graines de gesse. J'avais, tu sais, ces noyaux d'abricot, il y avait aussi des prunes et de cerises, mais là je les ai finis. Ensuite je prends dans mon paquet une micro poignée de ces petits engrais verts multiples. Je rajoute un ou deux, je sais pas comment ça s'appelle, inflorescences de cynorrhée. Et ensuite, je vais faire un petit mélange parce qu'en fait la terre est très fine et très, tu l'as vu, pas hyper enrichie. Donc je mets un peu de mulch, de paillis de chanvre, et là je vais faire un mix en fait de matière entre la terre qui ici elle est bien humide, c'est bien, mais comme ça apporte du carbone dans la terre, ça conserve mieux l'humidité. Voilà, ensuite je recouvre avec la couche de mousse, la couche d'herbe, plus une petite couche de paille. Et dessus je rajoute encore un peu de mulch, mais celui-ci il sert plus. Oula, la rafale de vent. Et cette dernière couche de mulch là, elle sert surtout en fait à repérer la chose. Parce que le problème des pokés, c'est qu'une fois que tu les repailles, tu les vois plus. Et donc là, comme il faut que je les arrose ce soir, pas dans la journée parce que le soleil est déjà bien levé, il faut que je retrouve les points où je les ai arrosés pour économiser mon effort. L'eau étant à 200 mètres au niveau de la pente. Voilà, donc je vais finir et puis ensuite je vais te montrer un peu les terrasses que j'ai faites et comment, avec juste 2-3 pierres, je compte transformer le monde. Nous voici donc au niveau des terrasses qui sont un petit peu en amont de ces jardins Oceancatcher. Il faut que je retrouve un nom. Il faudrait vraiment que je fasse une petite carte de ce terrain et que ensemble on fasse une élection du prénom collaboratif. Il y avait déjà ces terrasses de la Flemme Céleste qui ça ne bougeront plus, je pense. Bref, donc je suis au niveau de cette pente en fait qui est très très complexe. Mes théories, c'est bien sûr les moutons dont je t'ai parlé, les 600 moutons qui venaient chaque année. Cette année ils sont pas venus, tant mieux. Cependant, mon voisin m'a dit que tous les anciens avaient au moins un petit troupeau de 40, 50, 30, 60 moutons et qu'ils avaient l'habitude de rester ici. Le vrai problème c'est un gros choc d'un coup en fait, c'est quand il y a tous ces moutons qui arrivent, qui mangent tout, qui coupent l'herbe grasse alors que c'est juillet et que du coup il va pas pleuvoir avant 3 mois. Là ça nique un peu tout. Ma deuxième théorie c'est, en fait là juste en bas, il y a ma carrière de pierre. C'est-à-dire cette vieille bâtisse qui est complètement effondrée que je remonterai jamais. Bon, sans doute jamais. Mon but, c'est plus là actuellement d'enlever toutes les pierres, de libérer l'espace creux, même s'il y a des arbres et que du coup ça risque de les tuer un petit peu au passage. Ma théorie, c'est donc que l'une des raisons pour lesquelles cette pente s'est affaissée spécialement elle et pas tout autour, c'est simplement parce que j'ai l'impression que
pour construire cette maison, ils ont pris des cailloux depuis cette pente. Et en fait, c'est les cailloux qui retiennent la terre, qui retiennent la matière organique. Je veux dire, sur des pentes comme ça, il y a des petits bosquets qui s'implantent, comme tu peux le voir. C'est pas que tu grilles et que tu plantes. Mais, tu vois, un petit bosquet comme ça, là. Mais ce n'est qu'une première étape de la succession écologique. Et l'étape 0, c'est quand même de mettre une pierre sèche, ou plus. Alors la pierre sèche, c'est donc du coup pas de la marne qui va exploser pendant l'hiver avec le gel, ou juste avec l'eau, ou juste avec un petit coup. C'est ces gros morceaux. Là, c'est pas très impressionnant. Déjà un peu ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, si je crois que, attends, mais c'est pas ça les je suis désolé Corinne, je me souviens vraiment pas du mot de ces petits murs de pierre qui bloquent si tu veux, les pentes, parce que mon but c'est ça en fait, c'est que quand l'eau va s'écouler, moi j'ai envie de mettre des pierres au milieu qui vont récupérer, tu vois, là ça récupère bien. Je te montrais les trucs que j'ai fait en haut. Bon là tu vois, ça fait 5 cm, mais tout de même tu peux voir que ça stabilise un peu le niveau en fait, et c'est ça l'idée du terrasse, c'est que tu vas faire un petit muret, et puis de pluie en pluie, tu vas rajouter des niveaux, et puis ça va grossir. Petit exemple, là j'ai gagné 5 cm, c'est rien du tout. Mais parce que là c'était déjà plat, c'est juste sur la fin. Par contre là, par exemple, depuis ce petit là, ça je vois pas bien, hop, jusqu'au sommet de cette rigole, il y en a un particulièrement bien ici, là. En gros il doit en avoir 5, et ça consiste juste à mettre 1, 2, 3, 4 cailloux au milieu d'un ravin, enfin pas d'un ravin mais d'une mini ravine, je sais pas comment dire, pour que ça conserve voilà, les produits de l'érosion. Donc je vais t'en montrer deux ou trois qui sont vraiment bien foutus, je veux dire des barrages. Celui-ci par exemple, il me plaît plutôt pas mal. Regarde là, hop, l'épaisseur, la hauteur gagnée, et constate à quel point le sapin il est vert. À mon avis, il a bien profité du coup de l'infiltration ralentie, de l'accumulation d'argile qui conserve l'humidité même si c'est affreusement dur. Et ce qui fait qu'en fait sur toute la barrière, je suis désolé, l'ombre est vraiment pas adaptée pour ce genre de... C'est pas la bonne heure quoi. Voilà, il y a des trucs qui poussent en fait sur la frontière au niveau des rochers, et c'est ça qui va stabiliser, parce que le but à terme, c'est qu'il y ait des arbres et des trucs à enracinement un peu plus profond qui vont stabiliser la butte. Là, c'est intéressant plutôt pour l'infiltration, c'est pas un énorme barrage, c'est pas une énorme terrasse. Attends, je sais pas si tu vois bien. Mais en gros ici il y a un creux qui a conservé vraiment l'humidité, et donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois un immense, mais vraiment par rapport... Enfin, je dézoome. Et là il y a ce bosquet d'une verdure, d'une richesse, normalement c'est normal, et qui est vraiment très joli. Elle a l'habitude de pousser à ras le sol, et de temps en temps de faire une fleur. Mais là elle est vraiment en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'elle doit avoir de quoi mettre ses racines, de quoi s'enraciner, du coup de quoi pousser, parce que je sais pas si c'est validé sur toutes les plantes, je pense pas, mais il me semble avoir lu quelque part que souvent le système racinaire a une influence sur la forme des racines. Et là c'est le troisième qui est aussi vraiment super chouette. Là tu vois que toute la bande devant elle a bénéficié sans doute du stockage, de l'accumulation d'humidité provoquée par les petits cailloux que j'ai mis là. J'avais aussi mis des branches, j'avais essayé de faire une bouture de sapin. Mais j'ai honte de te dire comment je l'ai faite, parce qu'à cette époque, j'ai coupé une branche d'arbre, je l'ai enterrée, genre 30 cm. Ça n'a pas marché.
j'ai pas enlevé les pommes de pin, j'ai pas enlevé les épines, bref. Et donc sur cette dernière terrasse que je vais vous montrer, il y a cet arbre à baie, cet arbuste plutôt, donc je crois que lui c'est la mélanchier. Il y a une fantastique lavande qui pousse, et puis surtout tu vois, un bloc comme ça là, un gros bloc, ça fait quoi, 30, 40, 50 cm. Il y a vraiment peu de chance pour que ça tombe, tu vois. Il y a des racines superficielles grâce à ces plantes, aux légumineuses, à fil dans les marais, plus des graminées je suppose. Et puis voilà, les étapes d'après, c'est ça, c'est ça. Et ça c'est amplifié, si tu veux, par la profondeur de sol et aussi par la conservation de l'humidité, parce que la limite, comme à de nombreux endroits, oh, j'ai vu un papillon là, excuse-moi, je vois un papillon, il est d'une beauté, ses formes, la forme de ses ailes m'a littéralement capté et changé de sujet. Voilà, bon. Donc ce que je vais faire là, comme il ne fait pas encore trop chaud, c'est que je vais prendre les pierres de ma carrière de pierre et puis je vais les remettre là d'où elles viennent, quoi, parce que je vais pas laisser ce pauvre terrain se dégrader. Donc l'objectif c'est que dès que je vois des... On va fonctionner au motif, comme ça un jour ce sera des robots qui feront ça à ma place. Tu vois là par exemple, il y a une rigole d'écoulement, tac, et il suffirait que je mette une pierre à ce qu'on appelle le key point. Le key point c'est comme une key line, mais en point. Le key point c'est l'endroit où il me semble la pente forte touche la pente faible. C'est là où se développent le mieux les plantes. Et en fait c'est là où l'eau arrive, les sédiments arrivent, mais ensuite la pente elle est trop faible pour que ça continue à couler. Donc en fait ça crée une accumulation à un point, on va dire sur une ligne particulière. Hier je l'ai particulièrement bien vu, donc si tu prends le thé vert entre Grenoble et Aspres, eh bien regarde au niveau de Luce-la-Croix-Haute, des fois là il y a des champs et les pentes sont fortes et ensuite elles rediminuent vers le creux de la vallée, là où passe le train. Et en fait au moment où ça fait la jonction, t'as une grosse touffe, t'as des grosses touffes de plantes qui poussent spécifiquement. Comment là je vais trouver la keyline? Et ben en fait c'est très simple, les keylines c'est là où il y a les bosquets de plantes qui ont poussé. Et oui, fuité. Donc là par exemple tu vois, je vois un bosquet, tout ce qu'il y a de plus ridicule, mais il est encore un peu vert. Ce survivant, ce vrai héros, ce possesseur de la foi indéfectible en la nature et en le soleil, eh bien je vais l'aider. Voilà. Le bosquet est donc maintenant accolé à cette petite pierre. Ce que je peux faire pour mieux stabiliser la pierre, c'est d'utiliser des pierres plus petites et de les mettre... On voit pas ce que je fais. Pour que ensuite elle puisse plus trop bouger. Pas spécialement besoin de faire plus. Dans la mesure où c'est l'eau des... Ah merci biceps. Ça c'est des pierres. Ça c'est la main gauche, donc je dis pas que c'est autre chose, d'accord. Un peu exclusif des mains. Bref, pas besoin de faire plus de travail puisque c'est l'eau qui en coulant va apporter le sol et des trucs comme ça. En fait, regarde, si je veux juste finir là-dessus, et parce qu'après il commence à faire soleil et moi je commence à pas avoir chillé de la journée, donc il est 10 h et c'est l'heure de chiller, quoi, tu vois. Sinon je vide mon énergie, bref. Donc regarde, tout ce qui va se remplir, c'est, si je traçais un plan depuis à peu près le sommet de la pierre jusque hop là, et ben tout ça a priori va être à un moment ou à un autre couvert par ce mélange à granularité variable de marne, donc calcaire, argile, chips de pierre avec poussière, etc. Bref, donc c'est ça qui va être qui va remplir et favoriser en aval, du coup juste en dessous ou sur le talus, qui va favoriser l'implantation de plantes un peu plus difficiles en eau, un peu plus difficiles en profondeur de sol. Et à terme, donc avec des années, etc., l'humus de ces plantes qui va se développer, et ben je pourrais mettre des plantes également plus difficiles en termes de nutriments, en termes de je sais pas, de besoin d'humus, quoi, tu vois. Bon, allez, moi je vais chiller là.
En vrai, j'ai deux objectifs à l'extérieur du terrain aujourd'hui, enfin trois, dont un plutôt plaisir, détente, fin de journée quoi. Mais en tant que système permacole, déjà à moi tout seul, puisque je suis la zone 0 de mon terrain, les zones 1, on va dire, c'est mes deux principaux jardins, même si finalement ma vraie zone 1, c'est la même que l'année dernière actuellement, c'est le jardin de la rivière, puisque j'y passe le plus de temps. J'ai aussi effectivement planté ma tente et à terme j'aimerais bien installer aussi le jardin avec les suncatchers. Donc en fait j'aurai deux zones 1 et potentiellement même une autre à terme tout en haut au niveau de la terrasse de la féconde flemme que bientôt je te montrerai. Mais en même temps si je te montre tout depuis le début, tu vas pas accrocher, donc c'est normal que je te tisse, c'est normal que je te tienne en haleine, parce que toi qui n'as pas suivi mes péripéties l'année dernière, eh bien tu n'as pas vu à peine 20% de tout le terrain. Enfin, c'est 4 hectares 3 de collines avec la rivière, des forêts, des pans, des trucs comme ça. Donc énormément d'écosystèmes différents avec un point commun, c'est quand même ce sol un peu merdique quoi, tu vois. Bon, donc si je commence à sortir de mes zones machin, disons que la majorité de mon terrain c'est quand même zone 5, zone sauvage. Et au-delà, pour que mon système soit intégré, il faut que je puisse interagir avec les autres éléments de mon environnement. Donc c'est déjà ce que je fais au niveau plutôt humain, au niveau social, mais au niveau matériel, au niveau des ressources, des intrants et des extrants de mon système physique, et bien donc j'ai deux missions aujourd'hui. Je pense pas que je fasse les deux. Il y en a une qui est assez simple, qui serait d'aller voir. Attends. Ces avions, c'est quand même un peu désagréable, quoi. Ça arrive une fois toutes les 3 heures, mais pile quand je fais la vidéo, quoi. Bon, donc la première chose, la plus simple, c'est d'aller ça s'appelle le centre d'Istremont. Et en fait, il y a des chevaux là-bas. Et les chevaux, ils produisent du fumier. Et comme Corinne m'a dit, il faut que j'ai pris des sacs poubelles exprès pour pouvoir transporter ce fumier. Certains m'ont dit, la plupart m'ont dit ça allait être gratuit, d'autres m'ont dit oui tu vas devoir payer, etc. On va voir. Je vais essayer de filmer aussi, et ça serait cool que de plus en plus j'arrive à filmer mes interactions à l'extérieur. Je t'avoue que je me sens pas encore vidéaste professionnel, donc je souffre un peu d'une crise de la légitimité. Comme tu as vu là, à la petite fête du 14 juillet, j'ai mis le téléphone au loin et je l'ai laissé filmer, mais j'arrive pas encore vraiment à filmer les gens parce que je connais pas la mentalité. En fait, si tu veux, j'ai du mal donc il faut que je demande simplement. Dès que je vais interagir avec des gens, je vais demander. Et le deuxième, et c'est vraiment là que j'aimerais filmer à terme, c'est un mec qui a construit un dôme géodésique, comme ce que je veux faire, en tige d'acier. Donc ce vers quoi je me suis orienté après avoir discuté des conditions pratiques, etc. Et donc ce mec apparemment, donc il a construit un dôme, il a construit des trucs assez stylés comme un planeur poisson. Et ce mec apparemment il peut construire, il peut faire les tiges, etc. Et si je viens le faire avec lui, ça me coûte moins cher et j'apprends. Donc t'imagines si j'arrive à filmer ça, ça serait assez énorme. Mais ce mec, comment dire, pour le trouver, j'ai une indication. C'est-à-dire qu'entre Vennes et Serres, il y a un virage que je peux pas louper. Ou alors c'est le mec que je peux pas louper parce que justement il a un planeur poisson. Mais c'est-à-dire que sur 15 km, il faut que je trouve cette personne dans un virage. Alors c'est vrai que c'est déjà facile parce que la plupart c'est des lignes droites. Mais je pense que je vais aller enquêter un peu plus, chercher plus d'informations et puis me renseigner là-bas. Pour l'instant j'avoue que je suis plutôt tranquille. C'est mon moment un peu détente. Et puis là en fait je vois cet espace que j'ai en face de moi depuis environ 1 heure. Enfin, quand je dis détente, c'est en fait que j'écris ou que je lis. Donc la vraie détente, c'est quand je suis avec des gens et que là, j'ai vraiment l'occasion de rien faire. Et encore, j'ai vraiment envie d'apprendre plein de trucs et du coup, j'aime bien aider ces personnes qui ont un savoir unique et qui est très facile à accéder. Il suffit que tu dises, je peux t'aider. Et pas besoin de diplôme, pas besoin de CV, pas besoin d'entretien d'embauche, et c'est bon, t'es pris, et voilà, tu fais ton truc, t'as appris, t'as rencontré des gens, et c'est plutôt cool.
D'où l'intérêt de sortir de son système, pour intégrer le plus d'éléments, même humains, possible à l'intérieur. Les humains, alors j'ai pas lu l'article qui est censé me faire déculpabiliser, désolé Jérémy, mais Jérémy m'a mis dans un lien sur une de mes dernières vidéos, je crois la 4, un lien pour me faire déculpabiliser de voir les gens comme des opportunités. Parce qu'effectivement, quand tu... Enfin, je me sens, en fait, si je me porte vers les gens, c'est parce que je me sens rempli d'énergie, d'envie de partager, d'envie d'apprendre, etc. Donc, si je vois les gens comme des opportunités, c'est pas que des opportunités pour moi, c'est aussi des opportunités pour eux d'utiliser mon énergie. Je suis assez jeune, des fois je me sens très limité dans mes connaissances, et du coup, je regrette en fait que toute l'école, les gens n'aient pas réussi à se servir de moi pas j'allais dire à ma juste valeur, mais à mes justes compétences. Voilà, une pensée sur l'éducation. En attendant, donc, cet endroit-là, ah oui, c'est ça que je voulais te dire, cet endroit, c'est là où je vais mettre un fruitier, je pense. Il est éclairé, mais alors c'était une idée de fruitier qui aime bien avoir les pieds dans l'eau, parce que du coup, il y a l'eau juste à côté, la rivière, elle est là. Hein. Et je me dis, si je mets un fruitier ici, avec cette exposition au soleil, cette protection du vent, parce que là, c'est genre la clairière, quoi. Tout le reste, c'est un peu ombragé, plein de trucs. Et puis là, en plus, regarde. Je sais pas si c'est de la vesse, mais il y a de la vesse. Il y a des sortes de trèfles arborescents, mais je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas ça son nom. Et surtout du lupin. Et comme je te l'ai montré sur le bassin, le lupin c'est la légumineuse qui montre que le sol reste plus humide longtemps. Bon, forcément c'est à côté de l'eau. Il y a ça aussi qui pousse à côté de l'eau et dont apparemment on peut manger les jeunes feuilles. Mais là je t'avoue que ça me donne moyen envie. Sinon en plus je crois que c'est toxique quand c'est gros et que t'en manges trop. Bref, donc à cet endroit précis, il faut que je trouve un fruitier qui aime bien avoir les pieds dans l'eau, qui bénéficie de cette humidité pour pousser très vite et pour me faire beaucoup de fruits très généreux, délicieux, et qui à terme achèteront ma liberté. Troisième tentative, et cette fois-ci, je garde les chaussures.
En fait, couper un arbre, c'est plutôt la partie amusante. Ça dure 5-10 minutes, tu sues bien, tu respires fort. Mais le plus casse-couille, c'est après, quoi, quand il faut le débiter. Surtout, un tronc comme ça, il était bien gros. Ce qui fait que je vais devoir le recouper à plusieurs reprises et passer plus de temps, parce que cette fois, je peux pas m'arrêter au milieu comme quand tu coupes un arbre et qu'il tombe tout seul. Non. Bref, je vais te montrer un truc à propos du gui. Qui est, alors ça c'est plutôt théorique, c'est ma théorie du gui, mon hypothèse, le gui dans la succession écologique. Je t'ai dit que sur les pentes, ça commençait avec des petites touffes d'herbe, après ça devient du genêt ou des trucs un peu plus gros, selon l'humidité, ça devient des genêts ou cette espèce de trèfle qui monte là, je sais pas comment ça s'appelle, toujours pas. Ça c'est la deuxième étape, puis ensuite il y a les pins qui poussent sur les pentes et même sur le bord de la rivière. Et puis il y a un moment où le pin, qui n'est qu'une étape, doit mourir. Dans la forêt, il n'y a pas d'humains. Ça c'est, tu l'as remarqué, enfin il y a peu d'humains. Avec des haches, je veux dire naturellement, c'est plutôt ça que je voulais te dire. Alors le mécanisme pour qu'un pin tombe, c'est soit... Il y a plusieurs mécanismes. Je te parle d'un que j'ai vu et qui est assez amusant, c'est quand il y a un chevreuil ou un chamois ou je sais pas trop quoi, un cerf, qui vient enlever toute l'écorce, qui vient gratter l'écorce sur 1-2 mètres peut-être pour, tu vois, préparer ses bois. Et du coup ça tue l'arbre. Mais il y a aussi une autre manière, et cette manière c'est le gui. C'est d'autant plus flagrant sur les pentes, là c'était un grand arbre, et le gui est commencé à apparaître vraiment à au moins 10 mètres du sol je pense. Alors que sur les pentes, le gui apparaît très très vite, 4-5 mètres. À mon avis, c'est lié, encore une fois, à l'humidité. Le gui va tuer l'arbre. Le but du gui, c'est de faire tomber l'arbre. À mon avis, le gui, il se développe sur les branches qui sont les moins irriguées. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment il arrive là. Je sais qu'il arrive là parce qu'il y a un oiseau qui chie une graine sur un bout de tronc, normalement. Mais ensuite, les petits sur les pentes, les pins qui ont peu de racines et peu de réserve d'eau, parce qu'ils sont à la surface, eux ont du gui qui pousse assez vite, quoi. Je pense qu'ils ont peut-être le même âge, mais pas du tout la même taille. En fait, je sais pas si c'est lié à l'âge ou si c'est lié à l'humidité. Quand ça devient trop haut, il y a du gui qui peut commencer à se mettre. Je sais pas spécialement quel est le mécanisme qui fait ça. Et le mécanisme va permettre de faire tomber à terme, en pompant l'énergie de l'arbre, va le faire tomber à terme. Et c'est ça qui le met au sol pour préparer les étapes suivantes de la succession si effectivement il y a les conditions qui sont réunies. Parce que un pin qui tombe sur une des pentes là-haut, il n'y a rien qui le récupère. Ça finit dans un ravin et là ça donne effectivement naissance à d'autres arbres. Bref, le gui, acteur de la succession écologique. J'ai commencé à feuilleter le livre 2 de Edible Forest Gardens à propos du design process, donc tout le processus de planification d'un jardin forêt. J'ai pas tout regardé, j'ai juste regardé l'introduction et alors à la question de Corinne, est-ce que passer trop de temps dans le livre est-ce bon? Je répondrai qu'il n'y a pas trop de temps dans les livres, mais juste pas assez de temps dans la nature. Et encore, en commençant ce livre que j'ai depuis 2 ans et que j'ai feuilleté sur plusieurs parties, j'ai jamais attaqué le cœur du volume 2. Le premier, j'ai lu la première partie qui est plutôt sur les patterns, les trucs comme ça. J'ai lu la troisième partie qui est sur les listes d'arbres, etc. Mais j'ai pas lu le design process. Je me rends compte que ça pourrait être sympa en fait. Ça pourrait être sympa que je le lise parce que effectivement, il y a même des questions très simples que je me suis pas posées. En fait, c'est surtout ça. Quand j'ai ouvert ce livre, cette partie, je veux dire,
il y avait cette question, pourquoi tu fais un jardin forêt et qu'est-ce que tu cherches à en obtenir? Alors à la fois en production, et puis un truc intéressant en termes de valeur, voilà. Même en termes de production, je suis pas fixé. Alors c'est vrai que sur un terrain aussi grand, si je me réfère à leur liste, à leur travail, aux travaux des deux auteurs, enfin de l'auteur et de son pote, sur un terrain de la dimension du humain, ça serait des mois d'observation. Et c'est chaud quand même. En attendant, j'ai plutôt envie de me focaliser sur ces deux jardins. Et encore, je me demande même si m'installer sur le jardin, enfin travailler sur le jardin en plein soleil, sans eau, etc. En mois de juillet, c'est vraiment une bonne idée. C'est pour ça que j'ai fait que des tests, j'ai fait des poké-tests ce matin, tu les as vus. Mais effectivement, même au niveau confort, au niveau de l'endroit où j'ai le plus envie d'être, non, j'allais dire, ça serait trop simple de dire ça, tu vois, c'est vraiment ce jardin, il est cool, il est la rivière, il est ombragé, etc. Le matin, j'aime l'autre, et j'aime l'autre aussi parce qu'il me permet de voir des gens ici, c'est vrai que pour tomber sur quelqu'un, il faut que ce soit des randonneurs acharnés, quoi. J'en ai vu 3-4 traverser mon jardin, et dont 2 qui étaient des voisins, tu vois, bref. En tout cas, sur ce jardin, je me rends compte, en ayant feuilleté les 3-4 premières pages de cette partie, que même pour ça, j'ai pas de réponse, en fait. Genre, je sais pas précisément ce que je fais, en fait. Et c'est peut-être ça qui me manque. Je me suis dit, tiens, je vais tester tout ce que j'ai appris, mais d'une autre manière, je sais pas précisément où je veux aller. Et ça mérite pas mal de réflexion. Bon, je fais une forêt comestible, et jamais je te montre des trucs comestibles. Bien sûr, je t'ai montré ces formidables groseilles, mais ça va pas me nourrir toute une année, on est d'accord. Donc, bon là je compte pas me nourrir non plus, mais je me suis dit que ça serait quand même cool que dans cette série, il y ait des choses qui poussent assez vite, et que tu aies le temps de voir se développer petit à petit. Donc là j'ai fait un petit semis mixé, j'ai pas tout à fait fini, mais en fait voilà, juste de mes réflexions tout à l'heure sur le fait de me disperser, etc. En fait je pense que le terrain là-bas il faut que j'attende, enfin l'autre jardin en plein soleil il faut que j'attende un peu, qu'il y ait vraiment de l'eau dans le sol, parce que là la terre elle est trop dure. J'arrive pas à rentrer, t'as vu ce matin c'était compliqué. Je perds un temps fou alors qu'en fait ici j'ai déjà préparé les zones. Tu vois, c'est déjà bien découpé, c'est humide, la rivière. Et puis en fait ça me paraît juste, c'est pas tant une question d'atmosphère, c'est pas tant une question de tout ça, c'est juste qu'il me paraît plus potent en fait. C'est l'endroit dans lequel il me semble que l'effort que je vais investir sera le plus productif, le plus, non pas le plus rentable, le plus, enfin, avec le plus de retour sur investissement. Donc, dans ce processus de décision, parce qu'en fait, il y a déjà des choses qui poussent, que j'ai plantées, ou qui n'étaient pas là l'année dernière, et juste parce que j'ai paillé un peu, tu vois, que j'ai fait j'ai délimité les zones comme ça, j'ai fait la gradation, je prends ce qui est sur le chemin et je le mets dans les zones, et j'espère que d'année en année, ça va fonctionner. Donc, le terrain est déjà, le sol est déjà un peu mieux, un peu plus forestier aussi, avec une couche d'humus genre 5-10 cm à certains endroits, donc c'est vraiment pas mal. D'autres endroits où il y a de la mousse qui conserve extrêmement bien l'humidité, d'autres endroits où ça a commencé à mycorhizer, donc voilà, je vais plutôt, mais je vais essayer de focaliser, essayer de planter des trucs parce que j'aimerais bien manger des trucs. Donc j'ai profité de l'occasion, j'ai semé deux pieds de tabac, un là, et un là. Et donc, ici, là tu vois, on voit encore le noir. Le noir, hein, c'est pas la terre. J'aimerais bien que la terre soit aussi noire. C'est juste, l'année dernière, j'avais fait plein de semis. Et puis à la fin, j'en ai eu marre, je me suis cassé. Et donc, en fait, il y a des petits pots, il y a de la terre dedans. Donc je me suis dit, c'est de la terre qui est un peu plus légère que ma terre. Ça peut pas faire de mal. Voilà, donc, hop, voilà. J'ai creusé juste des lignes comme ça. Parce que la ligne, c'est... Par rapport, ce matin, ou je sais plus quand, je faisais des blagues sur les key points et les trucs comme ça. Et après, j'y ai réfléchi. C'est une question de dimension et c'est une question d'effort. L'effort dans la dimension. Quand
Quand tu fais un point, c'est le minimum d'effort que tu peux faire quand tu fais un godet. Parce que tu as juste un endroit. Quand tu fais une ligne, il faut que c'est comme si tu faisais des points, mais tout le long. Donc ça demande forcément plus d'effort. Maintenant, tu fais une surface. Ça te demande l'effort de la ligne au carré. On pourrait même dire que la ligne, ça te demande l'effort du point sur la longueur de la ligne. Mais bon, la surface, ça consomme 2 fois plus. Et en fait, par rapport au bassin et aux trucs comme ça, il faut être conscient que c'est un volume. Donc la quantité de temps que tu peux passer à créer un bassin, en fait, j'en parlais et mon pote m'a dit, bah le truc c'est que tu vas passer... Enfin, t'es encore là à la fin de l'été si tu veux faire une mare de 20 mètres carrés, etc. à la main. Et en fait, effectivement, en faisant des calculs, les volumes retournés de la Terre enlever de la Terre, ça consomme beaucoup d'énergie. J'avais déjà remarqué ça en jouant à Minecraft, quand tu essaies de refaire des blocs, la quantité que ça consomme, il faut toujours que tu ailles reminer, etc. Bref. Donc, là, j'ai planté quoi? J'ai planté des graines de soja black et d'amam, un truc comme ça, Hokkaido black. Ça sera mon engrais vert. Ça sera mon fixateur d'azote. Et puis le soja, bon, c'est vraiment une belle plante. Il y en avait qui avaient un peu poussé l'année dernière ici, puis au bout d'un moment, ça se développe plus. Encore une fois, peut-être à cause des racines. Tiens, ça me fait penser, je devrais mettre, à chaque fois que je retourne, je devrais forcément mettre un peu de luzerne. Pour faire comme Fukuoka. Lui, il avait une argile rouge, je sais pas ce que c'est, moi, c'est une argile blanche. Alors l'argile blanche, je peux te dire qu'il y a absolument rien dedans. J'ai également mis des betteraves, un mélange de couleurs là. Pareil, les betteraves c'est vraiment une bonne plante. Si elle tient pas, enfin, genre si elle a pas d'eau, elle va se racornir, elle va jamais dépasser cette taille. Et puis quand ça sera l'hiver, elle va commencer à pousser, donc je suis pas inquiet. Et de la laitue romaine Angèle. Bref, ce que ça va nécessiter ce jardin, c'est que de temps en temps je vienne arroser. Au moins les premiers jours. Mais je me suis limité là, j'ai dû faire peut-être simplement 3-4 mètres, 3-4-5 mètres, donc ça veut dire pas énormément d'arrosage non plus. L'important c'est en fait, voilà, c'est ça, c'est que je me crée pas énormément de routine. Je les arrose une fois, là quand je vais juste après, et puis ensuite quand elles feront la gueule quoi, forcément. Mais le but c'est vraiment de mettre le moins de charge mentale possible. Donc même principe, j'ai retourné un peu la terre ici. J'ai enlevé la paille, j'ai retourné la terre, j'ai mis un peu de ce compost et ensuite j'ai balancé les graines dessus. Ensuite, mon système comme à Grenoble, hop, je remue vite fait comme ça. Sauf que là, à la différence majeure, c'est que tout autour, il y a au sol des bouteilles d'eau. Non, des trucs, de la matière organique quoi. Que ce soit des feuilles, que ce soit des pommes de pin, que ce soit de la paille aussi. Et donc ce que je fais, c'est que je remets juste une très légère couche pour pas du tout que ça étouffe les graines quand elles vont commencer à germer, mais au moins juste un tout petit peu pour que ça, que ça conserve l'humidité, parce que vraiment c'est mon angoisse avec les semis. En fait le truc c'est que ma connaissance du potager, il est vrai, et assez c'est quoi le terme déjà, empirique. Personne m'a appris. Quand on m'a appris à faire du potager, c'était des potagers en ligne, on mettait de l'antilimace bleue, des petits granules quand on retournait la terre sur 15-20 cm pour que ça pousse bien, et on arrosait quasiment tous les jours. Voilà. C'est ça qu'on m'a appris. Après, justement, moi je fais l'effort inverse, et bientôt ce sera moi qui apprendrai à ces personnes. Avec qui j'ai aucun grief, hein, mais c'est juste que quand ça fonctionne pas, il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Non, si ça fonctionne, mais de manière holistique, c'est ça que je voulais dire. Donc moi je suis parti du holistique, je suis parti du motif, et maintenant je m'insère dans le détail. Et forcément c'est pas facile, mais c'est pas facile de partir du monde des idées pour les matérialiser. Et ça c'est clair, et j'en suis très conscient. C'est pour ça que je fais ça d'ailleurs.
Ah bah c'était fermé, donc ça reporte à demain. Par contre je vois le fumier en question et je vois son pouvoir. Je vois son pouvoir sur le kénopode, regarde ce kénopode qui fait... Lui il est plus grand que moi, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Tout ça parce qu'il y a un gros tas de fumée ici qui vient alimenter ça. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir pour la fertilité de mon terrain.